Bienvenue à la conférence plénière de la 7e édition du Greener Festival. Après 2 ans de pandémie, de confinement, etc., où on était très déconnectés les uns des autres, on a choisi cette thématique, se reconnecter à soi, aux autres et aux vivants, pour accélérer la transition. Et donc c'est autour de cette thématique qu'on a brodé toute la programmation du Greener Festival. Eh bien, bonjour à tous déjà, merci d'être là pour cette conférence. Vous le savez, notre monde fait face à une crise climatique dont nous parlons de plus en plus. Si les réponses à ce problème sont loin d'être suffisantes, celui-ci est au moins pris au sérieux. Il y a une autre crise dont on parle beaucoup moins, dont nous ne percevons pas tous les enjeux. Il s'agit de la crise de la biodiversité. Alors, un sujet plus complexe que le simple déclin et je mets des guillemets, des insectes, des oiseaux, des plantes. Alors comment expliquer ce manque de mobilisation ? C'est ce qu'on va essayer de voir avec nos invités. Vous avez créé Néo-Écolo, un organisme de formation destiné aux professionnels de la transition pour les aider à augmenter leur impact grâce aux sciences psychosociales. Donc j'accompagne les acteurs de la transition, donc souvent des indépendants, parce que c'est un métier qui est en plein essor, d'aller accompagner que ce soit des salariés, mais aussi des particuliers, peu importe, au travers de fresques, mais aussi d'ateliers ou même de conférences. Et je les accompagne grâce aux sciences psychosociales à avoir des clés de compréhension de comment fonctionne le corps humain. Enfin, pas le corps humain, mais en tout cas le changement de comportement chez l'humain. Et surtout, comment on fait pour avoir plus d'impact et puis mieux interagir aussi quand il y a des blocages, des résistances, parce qu'ils en ont beaucoup. Et du coup, voilà, comment on fait pour mieux accompagner ça. Donc aujourd'hui, c'est un lieu qu'on qualifiera de centre écotouristique, dans lequel il y a de l'hébergement, un restaurant bio-gastronomique, une ferme en permaculture, un centre de formation et une agence conseil en transition écologique et solidaire, puisque notre spécificité, c'est ce que nous conseillons, nous le pratiquons. Donc l'envie, c'était de voir si finalement faire autrement, c'était possible. Alors, je vous donne tout de suite la conclusion. C'est possible. Et maintenant, ce qu'on a envie, c'est de vous dire, c'est possible. Oui, mais il y a des clés, il y a des choses qu'il faut abandonner, et il y a des voies qu'il faut accepter de prendre. Voilà, donc c'est des recherches en psychologie, donc c'est de la psychologie. L'idée, c'est de comprendre comment fonctionne l'esprit humain, comment il réagit à des situations de crise, et puis sur le sujet qui m'occupe principalement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos champs où on se spécialise vraiment sur un sujet très pointu, parce que sinon on ne fait pas vraiment de la recherche, mais c'est plutôt sur les temporalités, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait à nos temporalités, ces situations de crise, comment on arrive à se projeter dans le futur, comment on s'accroche parfois au passé, et comment dans le présent on gère tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, face à toutes ces risques, mais aussi ces opportunités, la question du rapport au futur, du rapport à l'avenir, de la façon dont on se projette, on sent que c'est vraiment central. Et Recherche Action, pourquoi ? Parce que toutes ces publications très intéressantes, toutes ces recherches, elles sont un peu enfermées dans des revues que personne ne lit, que peu de comprennent et que ceux qui comprennent n'apprécient pas forcément. Enfin bref, il en reste peu de choses. Donc l'idée, c'est d'arriver à les amener à l'action publique, c'est-à-dire de voir comment l'action de tous ceux qui se tournent vers des collectifs pour les accompagner, les politiques publiques peuvent utiliser tout ce savoir-là pour transformer un petit peu leur manière de faire et pour essayer d'anticiper un peu des obstacles, en particulier ceux qui sont de passer de l'intention à l'action. On a tous plein de bonnes intentions, mais le passage à l'action est un peu plus compliqué. Et là-dessus, on sait plein de choses et c'est un peu désespérant quand on est chercheur de savoir tout ce qu'on sait et de voir à quel point ça ne sert pas ou ça sert mal. Donc voilà, l'idée, c'est de travailler un peu là-dessus. En fait, je rejoins certains des questionnements de Nicolas. J'essaie de comprendre les freins et les moteurs au changement de comportement, mais avec quelques différences. Moi, ce qui m'intéresse plus que les risques ou les crises, c'est notre quotidien, quoi. Comment on se lève le matin, pourquoi on prend la bagnole plutôt que le bus. Pourquoi est-ce qu'on ne devient pas végétarien? Parce qu'au moment de faire les courses, on achète ce qui est habituellement acheté, c'est-à-dire de la viande. Donc j'essaie de comprendre ça plus au quotidien, mais avec cette même idée de comprendre quels sont les freins et les moteurs qu'on a entre les deux oreilles et comment ces freins et moteurs qu'on a entre les deux oreilles viennent en résonance, en confrontation, puis parfois en coordination avec ce qui se passe dans le monde extérieur. J'ai peut-être envie de faire du vélo, c'est bon pour ma santé, mais j'ai peur pour ma santé, donc si je me prends une bagnole
Dans le visage, je ne fais pas de vélo parce que j'ai peur des accidents. Donc, ça prend une piste cyclable sécurisée pour que je puisse faire du vélo. Rien à voir avec le climat, ni rien à voir avec l'environnement. Donc, j'essaie de comprendre tous ces autres facteurs qui ne sont ni climat, ni énergie, ni environnement et qui vont jouer un rôle dans le comportement. Et puis donc avec nous en visio, Philippe Grand-Colas. Peut-être pour démarrer avec vous, on peut faire un point sémantique. Dans le titre de cette conférence, on parle de vivant. On va évidemment aborder la question de la biodiversité. Je suis à peu près sûre aussi qu'on va employer le mot de nature. Est-ce que ces trois mots veulent dire la même chose? Qu'est-ce que vous y mettez derrière? En fait, oui. Le mot nature, c'est un mot qui est vraiment utilisé par tout un chacun, mais qui a beaucoup d'a priori. On dit revenir à la nature, et on se met à distance de la nature généralement. Donc en règle générale, la nature, c'est un ensemble dans lequel on se reconnaît, mais dans lequel on n'est pas inclus. Donc c'est un vrai problème sémantique. Alors dans la culture occidentale, bien entendu, il y a des peuples autochtones qui ont des relations précisément à la nature qui sont assez différentes, mais dans le langage occidental, c'est un concept qui nous distancie par rapport au vivant. Le vivant, c'est très général, mais ça fait justement référence à ce qui est commun à tous les êtres vivants, le support de l'hérédité, la manière de se reproduire, la manière d'être constitué de cellules, le fait d'être capable de culture chez un certain nombre d'organismes, et ça ne fait pas la part à la diversité. Dans les années 80, précisément, il y a des scientifiques qui ont décidé de parler plus de diversité du vivant pour souligner que les différents organismes, en fait, ont des particularités qui les rendent désirables ou qui les rendent importantes, indispensables pour le fonctionnement des écosystèmes et pour les relations avec les humains qui se trouvent au milieu de ces écosystèmes. Donc on a parlé de diversité du vivant et par contraction de biodiversité. Alors c'est un terme savant qui est souvent un peu moins fréquent et moins usité ou moins compris, mais il a le grand avantage de parler effectivement du vivant et de nous inclure en son sein et de parler de la diversité et pas de parler des animaux de laboratoire et de ce qui est commun à l'ensemble du vivant, qui est très important à plein d'égards, mais qui ne nous permet pas de gérer l'environnement, d'avoir un rapport à l'environnement satisfaisant. Voilà pour ce point sémantique pour débuter. Cette conférence, c'est donc une invitation à se connecter à soi, aux autres, aux vivants. Vous, Nathalie, à la Source Dorée, comment vous vivez justement cette connexion aux vivants, notamment peut-être dans ce que viennent chercher les gens? Est-ce que ce sont des gens plutôt déjà sensibilisés qui viennent du coup refaire cette expérience, ou au contraire, ce sont des gens qui ont besoin de cette reconnexion ou connexion? Et c'est vrai qu'au départ, quand on a démarré, on voulait s'adresser à tout type de clientèle parce que, en fait, quand on est entre nous, on est tous d'accord, et on voulait pouvoir s'adresser à des gens qui, justement, pouvaient découvrir de nouvelles façons d'envisager les choses. Sur ce terrain-là, c'est gagné. Hier, je rencontrais une personne, je faisais une autre conférence sur l'alimentation durable, et je rencontrais une autre personne qui était très critique dans l'Assemblée sur les discours des intervenants. Et à la fin, il vient me voir et me dit « Mais vous savez, vous êtes le seul restaurant où je viens manger des légumes parce que j'ai découvert qu'on pouvait manger des légumes et que c'était bon. » Donc, malgré que je sois un vrai viandard, mais surtout ne le dites à personne. donc, on a effectivement un public très diversifié. Et puis, il y a tout le public qui vient pour la partie permaculture. Et puis, on découvre les gens viennent découvrir comment on utilise un râteau. Ils viennent pour mettre les mains dans la terre, comme ils disent. Et puis, nous, ce qu'on a envie de leur dire, c'est autre chose. C'est comment on vit la relation à la biodiversité, la relation, le travail dans la nature au quotidien, etc. C'est pas, on a souvent, quand on vient des villes, j'en viens, une vision un peu poétique des choses. Et moi, ce que j'ai découvert, j'ai vraiment tout appris. Ça fait que quelques années que j'ai vraiment appris des choses. J'ai été rémunérée longtemps, mais j'ai commencé à travailler il y a quelques années finalement. Et c'est le travail avec la terre qui m'a appris énormément de choses, avec les rythmes, avec l'effort, avec l'humilité qu'il faut y avoir, avec les saisons, et aussi avec le fait, moi qui étais entre guillemets une intellectuelle, que tout n'est pas possible, que l'homme ne peut pas trouver toutes les solutions,
et qu'il y a une autre posture à avoir et des notions de temporalité aussi qui sont différentes. Et en fait, on se sent finalement à contre-courant avec tout ce qui existe dans la société aujourd'hui. Et même les gens qui sont dans l'écologie, et même les gens qui sont dans la volonté de reconnexion, on sent qu'ils sont bousculés quand on commence à les faire rentrer dans ce monde-là, parce qu'on est tous dans un système, qu'on ne veuille ou pas, qui nous pousse à des modes de fonctionnement qu'il faut remettre en cause complètement. Donc je trouve que travailler dans la nature, dans cette recherche de respect et d'interaction avec... alors on a entendu le mot nature, hein, mais je vais dire nature, ça sera plus simple. D'interaction avec la nature, dans le travail avec, je pense que c'est un enseignement que nous devrions tous avoir, parce que ça nous remet à notre juste place. Donc voilà. Stéphane Labranche, on invite à se reconnecter. Est-ce que ça veut dire que nous sommes aujourd'hui des êtres déconnectés à une époque où pourtant nous n'avons jamais été autant connectés via nos smartphones, via l'ordinateur ? Là, c'est les grandes explications historiques et culturelles que vous cherchez, notamment avec l'urbanisation. Être connecté par le biais des technologies, moi, je vais faire exprès parce que je fais du foreshadowing, comme on dit en anglais, sur ce qui va se passer plus tard. Mais on est connecté par le biais des nouvelles technologies, et ça, c'est du rationnel et du cognitif. On ne parle pas de rationnel et cognitif quand on parle de connexion à la Terre ou de retour, le plaisir de mettre les mains dans la terre, de regarder une tomate finalement pousser. J'ai un jardin et parfois j'ai des restants de fruits et de légumes, je les fous dedans. Et puis 3 semaines plus tard, j'ai un avocat qui pousse. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et il n'y a rien de rationnel ni de cognitif là-dedans. Je vais revenir, mais j'interroge beaucoup mes étudiants à Sciences Po puis dans d'autres domaines sur leur relation à la nature. Et depuis quelques années, il y a une nette augmentation d'une expression, d'une sensibilité, voire d'un amour pour la nature, d'une connexion qui n'est pas rationnelle. Ils le ressentent, mais ils ne savent pas trop quoi faire avec. Et je pense qu'il est là un peu le problème, c'est on a beau le sentir, si on ne sait pas quoi faire avec, comment on fait ? Je trouve que la notion d'expérience dont vous avez parlé, et du coup de cette sensibilité, dans le domaine de la psychologie, et quand on essaye de comprendre, on voit bien qu'on a affaire à des fonctionnements qui sont de niveaux différents, et qui ont parfois du mal à se parler, et où, dans une certaine partie de la psychologie, on parlerait d'un surmoi disproportionné, c'est-à-dire d'une espèce d'instance qui décide un petit peu de réfréner tout ce qui est un rapport un peu plus direct, un peu plus immédiat au monde. Et on voit à la fois des gens qui sont, et que ce soit les étudiants effectivement, mais je vois même dans le cadre de personnes qui sont dans des administrations et qui tout à coup retrouvent un certain lien avec les gens, avec les citoyens, parce qu'ils ont réglé leurs problèmes de formulaire, ou parce qu'ils sont allés avec eux travailler sur des questions qui peuvent être écologiques, mais qui sont tout à fait autres. C'est cette question de tout à coup, les choses se passent de manière inattendue. Et cette question des attendus, et de la capacité de situation à bousculer les attendus, elle est vraiment passionnante. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, on est tout le temps en train de faire des hypothèses sur ce que devrait être le monde, sur ce qu'il est, poétique, sur ce qu'est la nature, et tout va bien aller, puis on va être dans un rapport contemplatif, etc. Et qu'on manque parfois de ce petit mouvement de recul sur ces présupposés. Donc je trouve que la connexion, c'est quelque part... Alors, je ne veux pas m'amuser à retourner les choses, mais c'est trouver ces formes de décalage avec nos attendus pour retrouver un contact un peu immédiat avec le monde. Et ça, c'est beaucoup recherché, beaucoup en témoignent de l'expérience. Et après, il y a la question du quotidien. Comment ça rentre dans un quotidien ? Et est-ce qu'on peut à la fois être tout le temps surpris et être dans le quotidien ? Parce qu'il y a plein de gens qui passent leur vie à avoir des surprises, mais des mauvaises. Et ceux-là, ils n'ont pas envie qu'on remette en cause leurs attendus parce qu'ils sont déjà bousculés partout, sur le volet financier, sur le volet de l'emploi, etc. Donc je dirais que ça touche à cette question de l'homme éponge qui a essayé de gérer depuis très longtemps ce caractère d'éponge en essayant de simplifier les choses, de faire des catégories, hommes, femmes, nature, culture, moi, les autres, etc. Mais en même temps, le fait que être éponge, c'est construire des attendus pour essayer de se rassurer, et que pour le moment, ces attendus, ils commencent à poser problème. Donc pour moi, la question, c'est sortir de l'enchaînement
du caractère un peu enchaîné à ces attendus pour revenir à des formes de connexion qu'on arrive à rendre quotidiennes sans pour autant perdre tout repère, etc. Puisqu'il ne s'agit pas de ça, quoi. Mais alors, qui vient remettre en question les attendus? Est-ce que ça nécessite forcément une démarche personnelle? Je demande à être bousculé, finalement. Ou est-ce qu'on met en place dans la société une remise en question, finalement, de ces attendus? Alors, je pense qu'il y a des voies différentes, bien sûr. Il y a la pure révélation, la pure idée. Et en psychologie, on discutait juste avant avec Stéphane, en psychologie, l'idée est une expérience. Donc ça paraît compliqué, mais on voit des fois des configurations, alors même cognitives, mais qui font que tout à coup, des idées apparaissent. Donc d'un seul coup, on se rend compte de choses sans forcément que ce soit suscité par une expérience particulière. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas... Enfin, à mon avis, ce serait une erreur de penser que chacun est responsable de son chemin et que, un peu comme l'entrepreneur de lui-même, il va se construire un projet qui va être, tiens, je vais me reconnecter avec la nature, comme, tiens, je monte une start-up, quoi. Je pense que c'est des choses quand même très différentes et que la question de la connexion, elle doit se poser d'emblée dans le fait que ce questionnement peut venir de l'environnement dans lequel on vit et que l'environnement doit commencer à nous questionner. Et c'est vrai, quand on voit apparaître quelque chose dans l'espace public qu'on n'attendait pas, qui nous surprend, quand on voit des choses, des gens qui font sur l'espace public des choses qu'on n'attend pas, qu'on ne comprend pas et pour lesquelles on ne s'inquiète pas trop, parce qu'il y a le problème de l'inquiétude, tout à coup, là, ça produit des expériences qui sont d'abord à l'extérieur et on prend son temps pour les faire rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut... Enfin, il ne faut pas aller trop vite non plus, c'est-à-dire il y a des démarches où on est en fait très convaincu et on va y aller rapidement. Et puis il y a toute une partie de la population qui pour le moment s'est parfois pas posé la question ou alors cherche à y aller tout doucement. Et donc je pense que nos environnements, je pense que les politiques publiques sont pas tout à fait anodines là-dessus, que les contacts qu'on noue avec les autres, que la façon dont s'organise la vie en société joue un rôle vraiment très important pour confirmer en permanence nos attendus, ou au contraire venir les questionner petit à petit et aider à ce déclenchement de questionnement. Et puis au final, changer les comportements. On parlait du vélo tout à l'heure. Selon comment apparaît une voie cyclable, si elle pète à la figure d'une façon ou d'une autre et que tout à coup on se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait là, comme c'est arrivé avec les coronapistes, qui n'ont pas juste proposé une infrastructure, elles ont passé tout un tas de messages, tout à coup ça vient bousculer un peu un rapport quotidien et il n'y a rien que mieux que l'espace dans lequel on vit. Parce que celui-là, dès qu'il est bousculé, on est obligé de se réagencer, on se pose des questions, quiconque a déménagé, quiconque accueille un enfant à un moment donné, etc., c'est qu'il faut se réorganiser et que cette réorganisation très concrète, elle vient nous questionner assez en profondeur. Donc il y a plusieurs éléments, mais je crois que vraiment le fait de s'en remettre aussi un peu à l'environnement, de se rappeler qu'on est touché par ce qui nous entoure et que ce qui nous entoure n'est pas le fruit de l'aléatoire, mais c'est le fruit de notre organisation et c'est le fruit de politiques publiques et c'est le fruit du travail de tout un ensemble de personnes. Je pense que ça donne un peu des pistes assez concrètes, même si là ça n'en a pas l'air, mais en fait au final ça donne des pistes très concrètes. Et est-ce que l'expérience de la pandémie, des différents confinements a changé un peu les choses, peut-être Stéphane Labranche, et en tout cas sur la durée? Est-ce qu'on sait qu'il y a eu toute une réflexion autour du monde d'après qui a été lancée? Est-ce que ça a entraîné un changement de comportement sur la longueur? Est-ce que je peux répondre à ça sans paraître trop cynique? Vous pouvez essayer. Franchement, non. Les choses sont venues à la normale. Pire, j'ai été invité pour faire des conférences, puis bon, certaines sont loin. Je me dis, bon, je peux te faire en visioconférence. Oh non, on ne fait plus visioconférence. Et on m'a proposé de prendre l'avion. C'est une conférence sur le changement climatique. Donc, non, pas beaucoup. Puis, il faut bien comprendre aussi que pour le COVID, il y avait quand même une histoire de santé, d'impact immédiat. Et les études en sociaux montrent que quand, par exemple, on fait des expérimentations pour restreindre la place de l'automobile, on demande aux gens, alors pour des raisons de santé, que pensez-vous des restrictions suivantes sur l'automobile? On fait 5 ou 6 choix avec « je suis complètement en désaccord » à « je suis complètement d'accord ». Et ensuite, on change la même question, c'est la même question, mais on change pour des raisons de climat plutôt que pour des raisons de santé. On fait la même chose. Il y a au moins 20% d'écart sur l'approbation des politiques de restriction. En fait, santé, c'est normal, mais même là, on était capable d'accepter des restrictions pendant un certain temps. Mais là, si on parle de biodiversité, qu'on parle de changement climatique, on parle de restrictions et de manière différente de saisir des eaux. Là, je te rejoins sur la question des ruptures, même des petites
micro-ruptures, des interstices dans la vie. Mais là, on parle de permanence. On ne parle pas de revenir à ce qu'on était avant. Et ce qui a rendu le Covid acceptable, c'est qu'un jour, on allait s'en sortir. Bon, ça a été plus long qu'on pensait qu'on voulait, hein, mais on allait s'en sortir. Donc, pour moi, ça fait une énorme différence quand on prend en compte les attentes par rapport à combien de temps je vais être là-dedans. Anaïs Le Ciot. Oui, je voulais juste dire, ou plutôt poser une question. J'ai l'impression quand même que le Covid a eu peut-être pas... Enfin, si, je pense qu'il a eu un impact quand même sur la connexion au vivant. Quand je vois énormément d'urbains qui se sont rendus compte que, en fait, si on ne peut plus partir le week-end pour aller remplir la jauge de verre, à un moment donné, ils peuvent se sentir vraiment déconnectés. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont déménagé des centres urbains. Et aussi, peut-être ça n'a pas... travaillé sur la connexion au vivant, mais au moins la connexion à soi, qui est, j'ai l'impression que moi, en tout cas, la crise du Covid et le confinement a permis aux gens de se prendre le temps de réfléchir. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de quêtes de sens depuis. Philippe souhaite prendre la parole après. D'accord. Mais en gros, peut-être parler de la quête de sens que ça a suscité. Enfin, moi, il y a peut-être des personnes dans la salle qui accompagnent justement les reconversions pro. Et j'ai l'impression que ça explose. Donc, il y a peut-être eu cet effet-là sur. Ouais. Et puis. Voilà. Philippe. Oui, merci. Excusez-moi si je fais des jingles de manière non, ça réveille si éventuellement il y avait besoin. Non, je voulais dire, moi, je constate tous les jours, je pense qu'il y a un effet post-Covid qui est fort, qui est très fort, et je le vois en Île-de-France en particulier. Moi, ayant été responsable d'un laboratoire de 200 personnes en plein centre-ville, avec tous les problèmes que ça suppose pour des jeunes salariés qui ont beaucoup de mal à se loger, dans des conditions budgétaires très restreintes, etc. Je peux vous dire qu'il y a un effet Covid qui est énorme et une fuite vers la grande couronne et vers les milieux ruraux proches de la région parisienne qui est considérable. Pour autant, est-ce que ça a conduit à une reconnexion à la nature ? Je pense que dans la connexion à la nature, il y a trois aspects différents. Il y a l'aspect émotionnel qui peut être un moteur extraordinaire. Et là, effectivement, je pense que ça a été moteur. Quand on est enfermé dans un petit 2 pièces avec des enfants pendant des semaines, sans pouvoir sortir librement, sans voir un petit peu de verdure, sans avoir un peu de silence autour de soi, c'est insupportable. L'aspect émotionnel joue certainement. L'aspect culturel, c'est quelque chose sur le plus long terme et on est vraiment déconnecté culturellement et je ne sais pas si on a vraiment tellement été, même nos parents ou nos grands-parents. C'est un peu iconoclaste de dire ça, mais je pense qu'il faut plus se connecter que se reconnecter. Et puis enfin, il y a l'aspect scientifique et celui-là, je pense qu'on a beaucoup de retard de ce point de vue-là. Il y a vraiment des connaissances à acquérir et là, ça suppose du temps et une appropriation culturelle et émotionnelle de ce que la science pourra avoir à offrir, que ça soit dans le domaine de l'agroécologie, que ça soit dans la compréhension de ce que c'est qu'un écosystème, etc. Ce qui fait pas partie encore aujourd'hui d'une culture générale, d'autant plus que dans la société, il y a des personnes qui sont en mesure de s'approprier ces concepts pour des questions d'éducation ou des questions de ressources, et puis il y a d'autres personnes qui ne sont pas en mesure de s'approprier aussi facilement ces concepts, tout simplement parce que leur niveau de ressources ou leur accès à l'éducation ne leur permet pas. Et donc là, derrière, il y a une très grosse question d'égalité sociale qui sous-tend tous ces mécanismes de connexion. Nicolas Fiolaine. Oui, je voulais rebondir sur la dimension du temps. Alors, d'une part, pour dire qu'il y a les travaux qu'on a pu mener pendant la pandémie, et en particulier pendant le confinement, justement, font apparaître ces problèmes d'inégalité sociale. C'est-à-dire que ce sentiment de temps retrouvé n'a pas été vrai partout, quoi. Il y a eu plein d'endroits où, au contraire, ça a fait exploser les inquiétudes, ça a fait exploser les tensions. Dans des appartements surchargés, ça a rendu la vie quotidienne inhabitable. Enfin, voilà, on n'a pas tous du tout la même mémoire et on n'a pas du tout eu tous le même vécu. Et c'est vrai que la plupart des signes qu'on a, c'est effectivement des effets qui s'annulent, voire des effets rebonds. C'est-à-dire, et ce qu'on observe, il y a une étude récente qui était sortie et qui montrait qu'en fait, le confinement, en partie, avait servi à préparer le terrain à des rebonds en termes de consommation, par exemple, puisque les gens disaient, en fait, pendant le confinement et pendant la pandémie, on a eu un peu plus de temps. Justement, le facteur temps aussi important, et que du coup, maintenant qu'on l'a plus, ça explique pourquoi on ne fait plus tous les gestes qu'on faisait à un moment donné, tout simplement parce qu'on n'a plus le temps.
Et on sait que le temps, ça peut être un motif assez facile à utiliser pour expliquer comment on a du mal à transformer ses comportements, mais ça montre aussi que l'organisation de la vie quotidienne, malgré tout ça, elle n'a pas changé. On s'est tous retrouvés sous pression temporelle exactement au même niveau qu'on l'était avant. Donc à aucun moment cette pandémie n'a facilité ou n'a permis de réorganiser nos rythmes de vie pour essayer enfin de ralentir un tout petit peu, de laisser un petit peu cette place au questionnement. Donc moi je trouve qu'effectivement il y a des graines qui ont été semées, on n'a pas su s'en saisir parce que le monde dans lequel on est retourné après la pandémie c'était le même qu'avant, il n'avait quasiment pas bougé alors qu'il aurait dû bouger massivement, on aurait dû sauter sur l'occasion. Bon, il reste quand même les petites graines parce qu'effectivement on a fait de l'expérience pratique, on a fait du pain, on a fait ceci, on s'est débrouillé pour créer des épiceries solidaires ici ou là, etc. Mais par contre, il faut que notre environnement, une fois de plus, change et les rythmes sociaux, ça se travaille. Il ne faut pas renvoyer chacun à sa responsabilité individuelle de faire moins de choses. Il faut que les rythmes de travail, les rythmes urbains, les rythmes de vie, etc., tout ça arrive à accompagner le changement et à aider le changement de chacun sur l'heure à laquelle on part au travail, sur le rythme qu'on a pour organiser des choses dans sa vie, etc. Alors c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Parce que j'ai trouvé que... Alors moi j'ai eu beaucoup d'espoir avec la première vague de Covid. Il y a eu une grande ouverture. On a vu des gens qui voulaient venir absolument acheter des produits chez nous, etc. Je me suis dit, ça y est, c'est parti. Et puis il y a maintenant. Et moi, ce que je constate, on voit passer 10 000 personnes donc, à la source dorée par an. C'est pas énorme, mais ça me donne une petite tendance. Et ça fait 10 ans qu'on voit les choses évoluer. Et moi, il y a un avant et un après Covid, et malheureusement, l'après Covid n'est pas une bonne nouvelle. Je vois beaucoup de repli sur soi, beaucoup de gens qui ont envie de profiter ici, maintenant, tout de suite, donc avec une forme d'exigence dans leur rapport au service qui est devenu difficile. Donc moi, j'ai vu partir une équipe qui disait « Non, mais moi, je ne peux plus voir les clients, là, après Covid, c'est plus possible ». Donc des personnes qui abandonnent ce métier parce qu'elles étaient engagées et qui ne voulaient plus parce qu'il y avait une clientèle qui, même branchée sur la nature, etc., a été devenue vraiment très difficile. Je le constate tous les jours. On fait des chantiers participatifs pour faire découvrir, etc. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde, ou des gens qui s'inscrivent et 70% qui ne viennent pas le jour donné. Ce qu'on constate au restaurant, c'est ce qu'on appelle les no-shows sont en augmentation énorme, c'est-à-dire que vous êtes censé remplir votre restaurant, nous on a 30 couverts, vous êtes censé faire 30 couverts et vous vous retrouvez avec 15 couverts. Et les personnes ne doivent plus avoir de téléphone puisqu'ils ne préviennent même pas qu'ils ne viennent pas, ce qui ne nous arrivait jamais avant. Et tout est un petit peu à l'avenant. Donc il se passe quelque chose, je veux dire, il y a une crise, mais il y a aussi une crise sociétale. Qui m'inquiète beaucoup, je dois le dire, et qui rend pour moi le dialogue et l'échange difficile parce que il y a ce qui est du domaine du dit et de l'envie et ce qui est du domaine du faire qui n'est plus le même. Donc il y a une sorte de problème de respect, de respect de ses engagements. Il se passe des choses vraiment très très surprenantes et que je n'arrive pas aujourd'hui à expliquer. Et un gros repli sur soi. Et les gens me disent, non mais alors le restaurant, tout ce qui est tourisme a explosé. Et tout le monde voulait venir. Et les gens disent, on veut profiter. En revanche, quand il s'agit d'acheter des paniers, des légumes, etc., il y a une grosse baisse. Aujourd'hui, les circuits courts ont des difficultés. Aujourd'hui, les magasins de producteurs ont des difficultés. Et aujourd'hui, il y a des baisses de 30 à 40%. Le bio est aussi en difficulté. Donc, il se passe quand même quelque chose. Je veux dire, il y a des tendances qui sont là. Donc, entre les intentions, les déclarations et la réalité, post-Covid, il y a une grosse différence. Et ça, Stéphane ou Nicolas, est-ce que vous arrivez à donner une interprétation ou
pas complètement pour l'instant. On peut essayer, mais c'est comment dire. Enfin, il y a des expériences qui nous, enfin, des travaux qui nous permettent un peu de comprendre ce qu'une rupture, comme ce qu'on a vécu, et c'était vraiment pas anodin. C'était vraiment pas anodin. On a tous perdu notion du temps pendant la pandémie. On savait plus quel jour on était, etc. Quand on essaye de se rappeler, on sait plus à quel moment il s'est passé quoi. Donc il y a eu quelque chose qui va laisser des couches sédimentaires quand même un tout petit peu, non seulement sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur notre façon de percevoir la vie en société. Et c'est vrai que ce qu'on a pu et ce qu'on voit au niveau de la psychologie apparaître, et ce qu'on a vu monter en flèche, c'était des signes à la fois d'anxiété, exactement ça, ce souci d'immédiateté, une recherche un peu, alors je dirais pas impulsive, mais vraiment une recherche presque dans l'urgence de quelque chose qui donne du sens, de quelque chose qui donne du plaisir, etc. En gros, ce que nous on appelle le rétrécissement du champ psychologique. C'est cette question des horizons à partir desquels on vit en société et on agit individuellement, qui sont soit très étendus et où on considère beaucoup les autres, le global, le long terme, et puis on le sait tous, si quelque chose d'extrêmement stressant, un drame apparaît très vite, quelque chose explose au coin de la salle, on perd de vue tout ça. Très souvent, et on n'est même pas capable de trouver la porte qu'on a à côté de nous parce qu'on perd même la capacité à regarder un champ un peu large. Et c'est vrai que toute situation de stress entraîne ces effets de fermeture du champ, donc de perte un peu de la capacité justement à se connecter avec les autres d'une façon qui produit une interdépendance positive. On va être plutôt sur des dépendances négatives. J'ai besoin de l'autre, il a besoin de moi, etc. Sur des choses très impulsives et moins de facilité à planifier. Tout ce qui va devoir être planifié est compliqué. Et sur l'alimentation et la transition alimentaire, on le voit, c'est-à-dire que faire ses courses en planifiant d'aller ici ou là, etc., dans les magasins de producteurs, ça demande une complexité. Comme beaucoup d'achats plus vertueux, c'est plus complexe et qu'il y a un abandon de ça potentiel parce qu'on a un peu plus de mal à se projeter. Et puis des fois, parfois même des fermetures un peu spatiales. Donc ça peut, je dis pas que ça explique tout ça, mais je dis qu'il y a quand même un aspect un peu traumatique de ce qu'on a vu qui laisse des traces, et des gens ne sont pas encore sortis de ce traumatisme, de cette période extrêmement stressante, et aujourd'hui sont très inquiets, ont peur de tout perdre du jour au lendemain, et voilà, et ça, il y a quand même des territoires où ça décroche à ce niveau-là, cette question, ce sentiment justement d'être connecté aux autres, de faire partie d'un monde commun, etc. Et ça, je pense que quand on travaille sur la transition, il faut surtout pas le perdre de vue, et qu'un des premiers enjeux, c'est d'aller retravailler ça, d'aller rouvrir ces champs, essayer de retravailler un peu de confiance, un peu d'optimisme, un peu de sécurité, psychosociale, quoi, parce que sinon, si on n'a pas ces ressources-là, demander l'effort de la transition, c'est presque insupportable, c'est presque faire violence. Donc on a vraiment besoin de retravailler ces choses sous-jacentes, dont ce type d'attitude est un peu personne n'est exempt de ça, quoi. Enfin, moi, je me suis encore énervé contre quelqu'un qui a fait un truc dans la rue, j'aurais jamais dû, j'avais honte après, mais juste parce que j'avais peur d'être en retard. Voilà, c'est ce qu'on fait tous les jours les uns les autres, et ça, faut vraiment, je pense que ce travail un peu sous-jacent, il est vraiment important pour créer les ressources, et une fois qu'on a les ressources, on passe à l'action. Mais si on cherche à faire passer à l'action sans avoir développé ces ressources-là ou restaurer ces ressources-là, ça va être compliqué. Et la nature, la biodiversité est un des vecteurs de cette restauration des ressources. Justement, Philippe Grand-Colas, comment vous expliquez le fait que, par exemple, sur la crise climatique, aujourd'hui, on en perçoit malgré tout, même si c'est encore loin d'être parfait, on en perçoit les enjeux. Sur la crise de la biodiversité, au contraire, c'est un sujet presque méconnu du grand public. Et pourtant, comme l'a écrit notamment le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, on est à l'aube de la 6e extinction. Comment réussir à créer justement cette perception ? Ça veut dire que nous méconnaissons en fait la biodiversité ? Effectivement, on a un problème à la fois de perception et puis d'appropriation culturelle, acculturation, je pense. Très simplement, le climat, on en perçoit la puissance immédiatement. Quand on est confronté à une canicule, à une inondation, c'est immédiat, c'est brutal, et on est à même de comprendre les risques que l'on court. Après, on peut s'approprier des récits basés sur des découvertes scientifiques, et c'est une forte motivation émotionnelle, je pense, pour s'approprier ces récits. Sur la biodiversité, en fait,
les récits que l'on peut faire basés sur les résultats scientifiques sont des récits qui paraissent lents, hein, qui paraissent finalement insidieux, moins inquiétants, simplement tristes. Hein. On pense à la disparition d'espèces vivantes charismatiques et voilà, ça peut être ressenti d'une manière triste, mais on n'a pas l'impression d'un danger particulier. Et en particulier aussi parce que dans la diversité du vivant, très souvent, on ne met pas tout ce qui est partie prenante réellement de la diversité du vivant. C'est-à-dire, on ne met pas, par exemple, les plantes cultivées, hein, dont beaucoup de cultures industrielles plafonnent en productivité et détruisent l'environnement. On ne met pas dedans des organismes pathogènes. Et pourtant, on est en pleine pandémie et on ne prend pas en compte le fait que finalement, le petit SARS-CoV-2, un petit virus de rien du tout, en fait, a provoqué des tragédies en nombre colossal à la surface de la Terre, au moins autant que les derniers aléas climatiques qui sont intervenus durant les 2 dernières années. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème de perception et puis d'appropriation culturelle. Hein. On ne comprend pas que la biodiversité est puissante, que la reproduction, que l'évolution sont des choses puissantes. Hein. Dans un malade de la Covid-19, il y a 10 à 20 milliards exemplaires du virus, 10 à 20 milliards virions, et pratiquement toutes les mutations possibles et imaginables peuvent être réalisées sur ces 10 ou 20 milliards, et après elles se perpétuent ou non, hein, lors d'une transmission. Donc on ne se rend pas compte de cette puissance, et finalement elle nous reste un peu invisible, et on a du mal à se l'approprier. Donc je pense que ça c'est vraiment, malheureusement, on voit les premières prémices graves de la crise de la biodiversité qui sont évidemment complètement liées à la crise du climat. Hein. Ce sont des silos intellectuels, mais c'est le même monde unique dans lequel on vit. Mais ces prémices, on ne les interprète pas de manière inquiétante en ce qui concerne la biodiversité. Et bien sûr, on se trompe, on a tort. Et pourtant, le constat est sans appel. On l'a vu notamment cet été avec la publication du rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. 1 million d'espèces menacées d'extinction sur les 10 millions que possède notre planète. On n'en connaît que 2, il faut le préciser. Mais en tout cas, la réalité est là. Et en plus, avec peut-être une notion dont on n'a pas suffisamment conscience, c'est que la biodiversité peut se régénérer. Donc, entre guillemets, il n'est pas trop tard pour agir, Philippe Grandcolas. Non, effectivement. Alors, c'est un discours qui est important, qu'il est important de tenir. Hein. Il ne faut pas désespérer. Le but, c'est pas de faire peur. Le but, c'est d'arriver à ce que les personnes s'approprient le constat de cette situation, les moyens d'agir. Le souci, c'est quand on dit vis-à-vis de personnes qui sont finalement relativement connectés, qui comprennent l'enjeu, quand on leur dit qu'il n'est pas trop tard, c'est un motif d'espoir et d'action. Quand on parle à des personnes qui ne sont pas connectées, qui sont même en dissonance par rapport aux thématiques d'environnement, de biodiversité, si l'on dit qu'il n'est pas trop tard, c'est un motif d'inaction et d'attente. Hein. Donc c'est à double tranchant. Et en fait, je pense que dans l'urgence de la crise actuelle, puisqu'effectivement, on est dans une situation qui est absolument dévastée. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup de pays, dans les milieux naturels de beaucoup de pays, donc j'ai été témoin de l'évolution pendant 30 ans, de l'environnement, des politiques publiques, et y compris, bien sûr, en France métropolitaine. Et il y a vraiment de quoi être vraiment inquiet et bouleversé, je dirais même. Mais ça ne, pour autant, si on dit qu'il y a de l'espoir, c'est bien, mais si on dit qu'on peut encore agir, il faut bien préciser que l'action est indispensable maintenant et qu'il ne faut pas attendre 10 ans ou 20 ans. Dans 20 ans ou 30 ans, on aura effectivement perdu 40% des vertébrés à la surface de la planète, hein, pratiquement définitivement, et tous les services écosystémiques qui vont avec, qu'il s'agisse du cycle de l'eau, de notre nourriture, d'une certaine régulation climatique, etc. On a vraiment beaucoup de services dont on ne se rend pas compte à quel point, parce qu'on pense qu'ils sont immanents, qu'ils nous sont donnés gratuitement, beaucoup de services qui dépendent de ces espèces, et si ces espèces disparaissent ou sont réduites à des portions congrues, non seulement on perd un patrimoine, bien entendu, qui ne nous appartient pas, mais en plus on perd aussi des fonctions dans les écosystèmes qui vont nous affecter directement. Ouais, je voulais renchérir sur 2 points.
Le premier, c'est... Il y a une leçon d'humilité pour moi dans le Covid, dans la crise du Covid. Il faut comprendre que nous étions des bus à virus. Et à chaque fois qu'on ouvrait la porte, qu'on arrêtait un arrêt, comme un bus, on déversait du virus chez les autres, etc., etc. Le virus, en fait, nous utilisait, nous, comme méthode de transport et de diffusion et de propagation. C'est un petit peu dur à encaisser parce que ça veut dire qu'on est au niveau des virus d'une certaine manière et une certaine façon de voir la biodiversité qui devrait nous remettre à notre place. On n'est pas en dehors, on n'est pas au-dessus, créatures de Dieu qui sont censées gérer Éden, etc., le paradis. On fait partie de la biodiversité. Mais on se croit tout puissant parce que derrière, il y a la science qui va finir par nous sauver. Et en fait, ce discours-là, très technophile, on le retrouve aussi dans les questions de transition climatique et énergétique. Si on regarde les scénarios d'ADEME qui sont sortis, il y en a un qui est très fortement fondé sur la sobriété, à un très très haut niveau, absolument inacceptable pour nos modes de vie. Et les deux derniers scénarios sont très techno. Les technos nous permettent de répondre au fait que socialement, on n'a pas besoin de faire d'efforts, c'est les technos qui font pour nous, mais il peut y avoir des effets assez délétères où, en fait, on se débarrasse de notre responsabilité, on continue à vivre comme avant, on continue à voyager, à se nourrir, etc., comme avant. C'est pas grave, la techno, la science va nous sauver. Ça, c'est un premier point. Deuxième point sur la biodiversité plus spécifiquement, c'est un exemple que je donne souvent à mes étudiants qui posent la question, mais pourquoi est-ce que la biodiversité n'est pas plus mise en avant alors que les associations étudiantes qui le font, qui ont tellement plus de difficultés à trouver des publics et à faire des conférences que les associations étudiantes qui bossent sur le climat. Et en fait, je leur dis, imaginez-vous, vous voulez sauver le panda ou un petit singe hyper mignon, vous avez des pancartes, sauver le panda, sauver le singe mignon, ça marche. Mais en fait, le ver de terre, lui, est beaucoup plus important que le panda. Donc, imaginez la même manif avec sauver le ver de terre. Vous n'attirez pas l'attention, sauf de la rigolade. Et donc, en fait, là, c'est tout le jeu des représentations sociales et des perceptions qu'on peut avoir. Et ça, c'est plus compliqué. Mais déjà que le climat est un peu compliqué à comprendre, mais pour moi, la question de biodiversité, il y a encore plus. Donc, comment on traduit ça en action publique, comment on traduit ça en campagne de sensibilisation qui va toucher, et ensuite en mode d'action, c'est vachement complexe, en fait. Nicolas Fiolaine, justement, Philippe disait tout à l'heure, il faut réussir à faire un peu peur, mais pas trop, sinon on a plutôt envie de faire semblant que le problème n'existe pas et donc de ne pas se mettre en mouvement. Qu'est-ce qui pousse, quelles sont les émotions qui poussent les gens à se mettre en action ? Alors, c'est une question très compliquée parce que, alors, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, a priori et d'emblée, elle joue un rôle extrêmement important. C'est-à-dire quand on entend ce qui est dit sur la biodiversité, sur la disparition des vertébrés, évidemment, ça suscite pas que, comme Stéphane le disait tout à l'heure, pas que des raisonnements rationnels. 40%, c'est moins de 50%, donc c'est une minorité. Non, c'est émotionnel immédiatement, encore plus dans le panda, un peu moins dans le ver de terre, mais bon, ça dépend un peu des pays aussi. Mais donc, les émotions sont vraiment extrêmement impliquées dans l'affaire. Elles servent de moteur à la construction de choses un peu plus rationnelles. Par exemple, quand on parlait de planification, il faut s'organiser pour changer. Il faut s'organiser. Donc, comment se fait ce passage de l'émotion à la mise en action? Déjà, il faut être touché émotionnellement, il faut apprendre à reconnaître ses émotions, c'est pas toujours facile. Et ça, je conseille à tout le monde d'accéder à ces travaux assez faciles à appréhender sur l'intelligence émotionnelle, sur des représentations un peu fines de ce que sont les émotions, d'apprendre tous les mots qui permettent de parler des émotions, parce que quand on sait les dire, c'est un peu comme les goûts, quoi. C'est un peu comme parler avec quelqu'un qui sait parler du vin, il sait dire plein de choses qu'on comprend parce qu'on sent la même chose. Les émotions, c'est un peu pareil. Après, ça ne veut pas dire qu'une émotion conduit systématiquement au changement. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, on a beaucoup utilisé dans le cadre des campagnes de santé publique l'appel à la peur. Ce qu'il y a sur les paquets de cigarettes, etc., on l'a utilisé. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les images sur les paquets de cigarettes font augmenter la consommation de tabac chez les gros fumeurs. Donc si on ne met pas d'image, ils n'augmentent pas. Donc il faut faire très attention parce que ce qui arrive en jouant sur les émotions assez souvent, c'est des effets contre-productifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste inefficace, c'est qu'on va à l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc il faut faire hyper attention. Par exemple, on sait que l'appel à la peur, s'il ne s'accompagne pas d'une restauration d'un sens de contrôle, c'est-à-dire l'impression qu'on est capable de faire quelque chose justement pour gérer la peur, ça produit du déni du risque. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un discours très fort sur le changement climatique et se retrouver avec une audience qui finit par dire tout ça n'existe pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas associé à cette peur-là des moyens d'agir.
pareil, dans les travaux tout récents sur les émotions, on sait que la question effectivement, du plaisir, de la fierté, et en particulier la fierté, sont des moteurs assez forts, c'est-à-dire beaucoup plus que la culpabilité, par exemple. C'est-à-dire le fait d'être reconnu dans le peu qu'on a fait, d'arriver à en tirer quelque part cette émotion positive dans le regard des autres, ça a aussi un effet levier. Donc il faut faire très attention, et puis ça dépend, il n'y a pas de message unique. C'est-à-dire on est tous un peu différents, et en fait il y a une forme d'écoute. D'abord, avant de parler à quelqu'un déjà du changement, parce que parfois c'est pas tout à fait de ça dont il s'agit, mais on pourra y revenir, savoir comprendre où en est la personne, la distance qu'elle a par rapport au changement, donc le type d'émotion que ça va pouvoir évoquer, pour derrière pouvoir savoir si à quel point il faut donner des moyens très immédiats, même si c'est de l'ordre du petit geste entre guillemets, mais qui permet de gérer ses émotions, c'est quand même important. Et puis dernière chose, une émotion n'est jamais individuelle, elle est toujours collective. Quand on a une émotion, notre premier réflexe, c'est de se tourner vers quelqu'un d'autre et d'essayer de la partager. Et donc il y a évidemment de la contagion des émotions, on connaît tous ça sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est grâce à la contagion des émotions. Donc là encore, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'il faut aborder sous l'angle uniquement individuel, mais toujours en se demandant quel type de contagion, entre guillemets, ça va produire et en quoi cette émotion peut être le soubassement de quelque chose qui produit du sens et qui produit de l'action, et pas à l'inverse, qui produit de la peur, de la tétanisation ou de la contre-réaction, ou de la réaction tout simplement, qui fait que les gens sont encore plus loin du sujet avant qu'après. Et en fait, il y a des études qui montrent sur les impacts notamment de l'éducation relative à l'environnement, à l'enfance. Quand on a eu des contacts avec la nature prolongés à l'enfance, on est beaucoup plus apte à avoir des attitudes pro-écologistes plus tard à l'âge adulte. Et donc, il y a une espèce de recherche aussi de connexion qu'on a eu à la France avec la forêt, avec le plaisir d'aller à la pêche, le plaisir de se promener en forêt, d'aller aux champignons avec le grand-père, etc. Et ce n'est pas simplement le contact avec la nature, c'est que le contact avec la nature que j'ai eu rentre dans un souvenir d'enfance globale, justement avec le grand-père ou la grand-mère ou avec le chien ou je ne sais pas trop quoi, qui fait que ça, c'est transporté à l'âge adulte. Il y a un deuxième truc aussi qu'on a trouvé, c'est sur les questions tout simplement de sobriété énergétique. Les gens qui, à l'âge adulte, deviennent sobres énergétiquement, mais pour des raisons environnementales, souvent ont grandi dans des familles pour qui c'était pas pour des raisons environnementales, mais c'est simplement parce qu'on n'achète pas ce dont on n'a pas besoin et puis on jette pas parce que ça se fait pas et puis voilà. Mais c'était pas pour les raisons environnementales sont venues s'ajouter plus tard durant le processus par lequel ils sont devenus adultes. Donc il y a cette attitude-là de base qu'on retrouve entre les deux. Donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui se passe là aussi en termes de justement sur le retour des émotions et sur la question du retour à l'enfance qui est très très fort. Il y a des études qui montrent aussi que les émotions qu'on ressent à l'enfance peuvent nous poser problème pendant des dizaines d'années, mais peuvent aussi être porteurs de choses positives pendant des dizaines d'années. Souvenez-vous de vos petits plats que la grand-mère faisait quand vous étiez dans le lit le soir en train de regarder la télé dans ses bras. Objectivement, le plat n'était pas meilleur que les autres, mais qu'est-ce que c'était bon. Nicolas ? Sur ces sujets effectivement d'immersion dans alors la nature, la biodiversité, on ne sait pas trop. En tout cas, au niveau cognitif, il y a plusieurs pistes. Il y a toutes les théories de la restauration c'est tout un courant de travail qui montre que le contact avec la nature et avec la biodiversité a un effet extrêmement profond au niveau psychologique et psychosocial. Ça, c'est clair, c'est-à-dire que en soi, c'est déjà une thérapie. Effectivement, le bain de forêt, c'est une thérapie. Ça a des fonctions de restauration des ressources dont je parlais tout à l'heure, le rapport au temps, le rapport aux autres, le rapport à soi, le rapport à l'espace et le sentiment de contrôle. C'est en gros les 5 grandes dimensions qui organisent nos ressources par rapport au monde, et on sait que ça fonctionne. Après, savoir comment ça fonctionne, c'est un peu comme la médecine. On l'a vu pendant le Covid, où les médecins ont dit ça fonctionne, on ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne. Et c'est un peu pareil. Et ça a été vérifié jusqu'à des façons. Nous, on a fait une expérimentation dans le RER parisien sur la précipitation. Donc on a retravaillé complètement le design d'une station, d'un hall de RER en mettant des évocations de nature tout le long du parcours.
la vitesse de marche, de manière très automatique, a diminué de 20%. Donc les gens, alors qu'il n'y avait aucune autre information, le fait d'être environné de ces signaux-là, alors c'était non seulement des évocations de nature, mais c'était vertical et abstrait, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu là-dedans, et qui ont eu tout un ordre de conséquences. Hein. C'est-à-dire que les gens se sont mis à un peu plus, puisqu'on a tout mesuré systématiquement, à un peu plus aider les autres, etc. Donc ça a un peu transformé même les relations sociales. Et ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand on fait face à un environnement qui évoque, même de manière très automatique, des choses qui sont favorables à prendre le temps, favorables à lever le regard, favorables à être un peu plus attentif aux autres, mais en fait, on devient tout ça. Donc ça montre un peu effectivement le rôle de ce qu'on appelle parfois l'environnement, je sais que c'est un terme, mais de ce qui nous environne et cet effet d'éponge dont je parlais. Après, il y a aussi un autre sujet qui est celui de la quantité d'informations que contiennent les sons qu'on a entendus là. Ils sont en partie, alors il y a peut-être des spécialistes des oiseaux, etc., qui pouvaient prévoir le chant suivant, mais souvent on ne peut pas prévoir. Donc il y a un caractère d'aléatoire. Donc il ne faut pas sous-estimer aussi ce que notre cerveau fait quand on entend ça. Il produit tout un tas d'hypothèses pour essayer de savoir ce qui va venir et il se rend compte qu'il n'y arrive pas, donc il ouvre sa manière d'aller chercher de l'hypothèse. C'est-à-dire qu'on va avoir une forme de pensée divergente qui va se mettre en action pour essayer de comprendre ce qu'on est en train d'entendre. Et pareil, quand on a énormément de signes visuels qu'on ne connaît pas plus que ça, qui en plus nous paraissent un peu étrangers à notre vie à nous, pour lesquels on n'a pas un rapport immédiatement utilitariste, ben, tout à coup, le fonctionnement même neuronal change un tout petit peu. Et puis la dernière chose, je me disais quand même en écoutant que les théories de l'utilité sociale, c'est-à-dire le fait que l'humain a quand même ce défaut-là d'entendre le monde à son image, je me disais comment l'entend un expert des oiseaux, comment l'entend un chasseur, comment l'entend... Enfin, en fait, on va tous projeter dedans une certaine utilité. Et là, je dirais qu'il y a une frontière qui est... sur laquelle il faut alerter, c'est-à-dire le rapport utilitariste à l'environnement, il revient très vite. Le rapport utilitariste à la biodiversité qui consiste à dire « Ah ben du coup on va la respecter parce que quand on s'y plonge, ça nous fait du bien ». Et ça, on a beaucoup de mal, on le voit dans le rapport. Par exemple, j'ai fait pas mal de travaux récemment sur le moustique tigre. Et je me suis dit, tiens, s'il y avait un bruit de moustique, qu'est-ce que ça ferait? Et comment on arrive, et c'est un enjeu fait, parce que vous avez peut-être tous subi le moustique tigre, mais pour arriver à construire l'acceptabilité, le fait qu'il faut cohabiter avec cet animal, c'est extrêmement compliqué parce que les humains ont un rapport très utilitariste. Pareil sur les politiques de l'eau. Sur les politiques de l'eau, travailler une politique publique de l'eau où on arrive à avoir un rapport un peu rationnel, à emmener les gens dans une gestion un peu alternative des eaux, etc., c'est compliqué parce qu'il y a un rapport qui est très utilitariste. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que le moment où va se fermer l'attention à toutes ces choses improbables, imperceptibles, etc., c'est le moment où on va chercher une utilité. Donc je dirais que les bains de forêt, c'est très bien, mais il faudrait les faire sans vouloir faire des bains de forêt, en quelque sorte. Il faudrait les faire presque accidentellement, se retrouver mis là sans du tout savoir. Et si je peux donner un conseil, c'est par rapport à ça, ces expériences-là, vous les trouverez chaque fois que vous serez face à des choses par rapport auxquelles vous ne pouvez pas trop faire d'hypothèses ou alors vos hypothèses vont être contredites. Si vous ne travaillez pas auprès d'adolescents, mettez-vous au milieu d'un groupe d'adolescents, ils vont faire des tas de trucs que vous ne prévoyez pas, vous allez vous ouvrir un peu. L'art abstrait est un excellent levier. On montre des œuvres abstraites à des gens, on leur fait résoudre ensuite des choses qui demandent de la flexibilité mentale. Les gens sont 2 fois plus capables après de l'art abstrait. Parce que l'art abstrait active ça aussi chez nous, cette capacité à produire de l'hypothèse, etc. Donc en fait, chacun, même individuellement, on peut trouver des moyens de développer un peu ça, cet impact que peut avoir un environnement improbable, imperceptible et, je l'espère, inutile à nous et à nos objectifs immédiats. Alors là, on a la théorie, c'est-à-dire les grandes lignes. Et maintenant, comment concrètement, Anaïs Le Sieur, on met ça dans la pratique concrète quand on accompagne justement, donc vous accompagnez les acteurs de la transition écologique qui vont ensuite accompagner les gens et donc essayer de créer les déclics. Quelles clés on leur donne concrètement pour aller sur le terrain? Quand je me suis dit, j'ai la solution miracle, on va tous... On l'attend, on l'espère. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut offrir du temps aux personnes pour se poser les bonnes questions. Et Nicolas disait, à un moment donné, il faut aussi se connecter à ses émotions et pouvoir les identifier, que c'est une première des étapes. Et du coup, soit c'est ce que je crée moi dans mes propres interventions, soit c'est ce que je conseille
aux intervenants, c'est de lâcher l'expertise en fait et d'aller justement parlons vrai et du coup là idée qui me vient quand je t'entends dire art abstrait, ça permet d'ouvrir un peu l'esprit. Ça peut être typiquement, je me dis, un outil en début d'intervention ou à un moment donné, quand en tout cas on accompagne à qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon quotidien et qu'il y a tous les freins qui arrivent, peut-être comme on fait un peu des fois des exercices d'impro pour ouvrir la créativité, ça pourrait être regarder des peintures abstraites pour déjà ensuite après ouvrir l'esprit. Voilà, c'est une idée qui m'est venue en t'écoutant, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose que quand je vous écoute, je trouve ça passionnant. Et c'est ça, on a les théories et j'ai envie de... Tu vois, je me dis, on pourrait, plutôt que des tables rondes, quand on a des chercheurs comme ça à côté de nous, se dire, allons-y, intelligence collective et à partir de ce que vous dites, qu'est-ce qu'on peut impulser concrètement de manière appliquée. Donc, Nicolas donnait déjà des pistes au niveau, par exemple, urbain, enfin, dans des c'était quoi, une gare, c'est ça mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour que les gens puissent plus communiquer sur leurs émotions, par exemple. C'est des questions que j'ouvre à tous, mais voilà. Moi, par exemple, je me dis, des choses qu'on peut faire... je le dis de manière assez vulnérable, parce que c'est quelque chose que je pense que depuis pas très longtemps. Mais je me dis que tous les colibris qui sont là, qui font leur part, on parle de faire sa part et puis de montrer l'exemple, mais toujours de manière un peu retenue. Et je me dis que si les colibris en parlaient de manière tellement fière de leur comportement et puis surtout de qu'est-ce qui les touche émotionnellement quand ils font leurs gestes, je me dis qu'on pourrait avoir un propre média. Du coup, on ne peut pas faire de pub à la télé sur ces types de comportements parce qu'il n'y a pas de produits à vendre. Mais du coup, si on était notre propre média et que les colibris étaient beaucoup plus à véhiculer ces messages-là, il y aurait plus d'impact. Et par exemple, j'avais cet exemple-là du vélo. Je prends mon vélo là pour accompagner mon enfant à l'école. On est à la campagne et j'ai des dénivelés à faire, je prends des chemins, etc. C'est pas forcément évident. Mais un truc que je m'étais pas rendu compte, c'est que c'est la première rentrée de mon fils et en fait que je rentre dans l'école et j'ai une petite fille qui vient me voir avec des étoiles dans les yeux en fait et je me retourne vers elle et je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit mais tu viens à vélo? Et elle avait des étoiles dans les yeux et en fait j'avais oublié d'enlever mon casque en déposant mon fils à l'école et je me dis c'est ce genre de choses qu'il faudrait qu'on véhicule nous les colibris. Mais moi d'avoir vu cette petite fille j'étais hyper fière en fait et je me dis si les parents par exemple, qui amènent leurs enfants à vélo, en parlaient comme ça ouvertement à leurs voisins, à leurs amis, etc., ça ferait peut-être des connexions plutôt que de dire je prends le vélo parce que ça fait moins de pollution et c'est bon pour la planète. Voilà, c'est des choses que je soumets comme idée de prendre la parole et d'aller communiquer autour de témoigner, vous. Ouais. Voilà. Et vous, Nathalie, à la Source Dorée, justement, c'est cette partie témoignage qui est la plus marquante. Je pense c'est de voir cette ferme, on l'a fait à deux femmes. Donc on n'est pas nombreux, on travaille sur 1,5 hectare. On a encore quelques hectares à faire, mais pour l'instant on est sur 1,5 hectare. Et on a eu des gens au démarrage. Et depuis le démarrage, entre il y a 6 ans et aujourd'hui, ce qui met des étoiles dans les yeux, c'est de voir que c'était une prairie et qu'aujourd'hui, il y a des arbres, il y a un tas de choses, etc. Et que c'est possible. C'est ça qui met des étoiles dans les yeux. Et ça parle plus la démonstration que toute autre chose. On l'a créé pour que ce soit inspirant, donc pour que les gens puissent la visiter et avoir des points de vue, etc. Donc on y a fait un peu de marketing, on va le dire. Mais c'est surtout ça, c'est montrer que c'est possible. Et que c'est possible en étant peu nombreux aussi. Donc moi, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de passer à l'action, au-delà de l'émotion. C'est de créer des émotions en montrant des belles choses et en montrant que c'est réalisable. C'est ça qui me paraît aujourd'hui fondamental. Je me dis aussi que peut-être un service obligatoire agricole, ça serait sympa.
Parce que à force d'entendre dire oui, on voudrait mettre les mains dans la terre, retour à la nature, etc. C'est sympa. Oui, d'accord, ok. Mais on va se relever les manches et on va tous y aller. Puis vous allez voir ce que c'est que le boulot des agriculteurs, même conventionnels, qu'on critique beaucoup. Et hier, j'étais avec des agriculteurs qui disaient on vit une vie de chien. Allons-y, allons voir et voyons ce que c'est que produire des légumes, produire du blé, etc. Alors il y a de très belles découvertes à faire et puis ça nous remet à notre place. Parce que je trouve que tout ce qu'on peut se dire sur nos émotions, sur tout ça, c'est très homocentré. Pour ma part, et ça n'est que ma part, je pense qu'il n'est plus temps d'être homocentré et de se préoccuper de soi. Je pense qu'il est urgent de se préoccuper de la planète, des autres, du bien commun, etc. Et que par ricochet, ça sera bon pour nous. Donc, je prendrai les choses un peu à l'envers. Je crois qu'il faut faire peur. Parce qu'on a été trop gentil et qu'au début j'étais super gentille et que je pensais qu'il fallait faire des petits pas. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire peur. Je suis comme Aurélien Barraud, Arthur Keller, je pense qu'il faut faire peur. Je pense qu'il faut dire qu'il y a des choses à sauver, qu'il y a des choses qui sont perdues, qui ne reviendront jamais. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Moi, je le vois tous les jours, chaque année. On perd des choses et on perd des avantages de la biodiversité qui ne reviendront plus. En revanche, il y a des choses à sauver. Et peut-être qu'en essayant de se mettre tous ensemble pour les sauver, peut-être qu'on va trouver un autre modèle de vie qui sera finalement plus celui qu'on a aujourd'hui, mais qui sera peut-être plus sympa. En tout cas, je crois qu'il faut qu'il soit très différent. Et que l'aventure, elle est devant nous et que l'aventure, elle vaut le coup d'être vécue parce que le vivant, c'est merveilleux et que c'est tous à nous, chacun d'entre nous, de nous relever les manches pour l'aider à s'épanouir ou tout au moins à sauver ce qui est à sauver, sans vouloir se protéger soi-même, en s'abandonnant à la vie, en s'abandonnant au vivant, en s'abandonnant à la planète. Sans essayer de toujours tout mentaliser, il faut relever ses manches et y aller. Enfin, voilà, ça c'est ma position. Voilà. Donc, Philippe Grand-Colas, dans tout ce que j'entends, il y a quand même l'idée de participer aujourd'hui à la construction d'un nouveau récit, d'aborder les choses d'une autre manière, de susciter des émotions. Alors après, à chacun et avec sa sensibilité, d'y aller de telle ou telle manière. Mais en tout cas, il y a une autre... Il y a certainement un nouveau récit à construire autour des enjeux écologiques aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et en fait, je pense qu'il y a une multitude de nouveaux récits qui doivent converger comme des solutions aux enjeux que l'on perçoit aujourd'hui. On parlait de la perception de ces chants d'oiseaux et des cris d'animaux, du bonheur que ça provoque en nous. Comme ça a été souligné par un des intervenants, c'est mémoriel. C'est-à-dire, si ça évoque un épisode heureux de l'enfance, tant mieux. C'est générationnel. Chez tous les très jeunes adultes ou adolescents qui vivent en banlieue, dans des cités, qui entendent peu d'oiseaux, qui voient peu d'arbres, etc., ça n'évoque absolument rien. Moi, je le vois même dans des générations successives d'étudiants qui viennent dans les laboratoires où je travaille. Et puis, si j'emmène des étudiants en biologie qui sont très motivés sur le terrain en Amazonie ou en Nouvelle-Calédonie, dans des forêts tropicales, comme ça m'est arrivé de nombreuses fois, des fois on a des résultats qui sont pas très probants, parce que ça n'évoque rien pour eux. C'est pas le milieu naturel de leur enfance et ils sont choqués. Et quelquefois séduits, comme moi-même je l'ai été les premières fois où ça m'est arrivé il y a plusieurs décennies, puis quelquefois apeurés, mal à l'aise, vraiment pas du tout heureux. Donc il y a vraiment une question générationnelle. Je pense qu'il faut à tout prix s'assurer que nos enfants aujourd'hui puissent avoir un contact, parce que s'ils n'ont pas ce contact, ils n'auront pas le bonheur d'avoir ce contact. Bien sûr, il y a des nouveaux récits à construire. Et ces nouveaux récits doivent aussi, faire plaisir, ils doivent séduire, ils doivent expliquer, ils doivent avoir une partie émotionnelle et une partie rationnelle qui doivent se renforcer. Et puis aussi, ils doivent surprendre, je pense.
Bon, vous citiez Bruno David tout à l'heure, qui parle souvent d'émerveillement et l'effet de l'émerveillement. Moi, je rajoute l'effet de la surprise, parce que je pense que quelquefois, il y a des choses qui sont pas très agréables. Effectivement, le moustique tigre ou le ver de terre. Mais quelquefois, quand on en parle d'une manière qui surprend, et ça attrape, comme l'art abstrait, ça peut attraper l'esprit, ça nous oblige à réfléchir ou à accepter certaines choses. Là, on va vers une prise de conscience. Alors cela dit, moi la parabole ou la fable du colibri, moi j'y suis très sensible, mais elle a un très gros défaut, c'est qu'elle ne place l'action que sur un plan strictement individuel, et c'est la somme des individualités. Et pour moi, c'est pas ce qui se passe dans une société humaine aujourd'hui. Il y a bien sûr les individus, les collectifs d'individus, les aspects culturels auxquels on participe tous, mais il y a aussi des gouvernements, des institutions, et qui doivent prendre leur part des décisions. Et là, vraiment, je pense que c'est extrêmement important qu'on ne substitue pas à cet ensemble sociétal la bonne volonté individuelle. Donc un nouveau récit, certes, mais à condition qu'il inspire aussi nos élus, nos ministres, voilà, et tous les responsables d'entreprise également, hein, voilà, qui sont souvent très concernés du point de vue de ces questions. Une réaction, Stéphane, avant qu'on passe au temps d'échange avec la salle? Ouais, je voulais revenir au rôle de la peur, mais des scénarios, des narratifs aussi. Jusqu'en 2018 environ, tous les scénarios qu'on avait, c'était des scénarios catastrophiques. On savait ce qu'on devait éviter, on ne savait pas vers quoi aller. Donc, comment on fait pour y aller? On ne sait pas. Il y a un objectif. On nous dit qu'il faut atteindre 80% des émissions de gaz à effet de serre. Essayez de traduire ça en pratique, en vie, en mode de vie. Il y avait des scénarios prospectifs sur 20% d'énergie renouvelable, 10% de ci, 30% de ça. Ça ne veut rien dire. Dans le quotidien, pour les gens, ça ne veut rien dire. C'est un exercice intellectuel, cognitif, évident. Alors, ce qui apparaît, c'est que donc on a peur, on sait quoi éviter, mais on ne sait pas vers quoi aller. Donc, on ne sait pas quoi faire avec notre peur. Donc, raison de plus pour faire du déni, pour faire de la contre-réaction, etc. Ce qui émerge depuis quelques années, il était temps, ce sont justement, on commence à avoir des narratifs où on se dit à quoi pourrait ressembler la France, le Canada, le machin, en 2050 avec une transition réussie. À quoi ça va ressembler, mais au quotidien. Comment on va bosser, qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on aura toujours autant d'enfants, on va en avoir moins. Ces questions-là, la vie quotidienne. Et quand on va arrêter de simplement fuir quelque chose sans savoir où on va, puis qu'on va commencer à se dire, ben là, ça, c'est une direction qui serait pas mal, ben déjà, on sait où aller. On ne tourne pas à droite quand il faut tourner à gauche. Et ça, c'est super important, parce que si on n'a pas ça dans notre inconscient individuel et collectif, et qu'on n'a pas une petite diversité quand même à quoi ça pourrait ressembler en 2050, je ne sais pas comment on peut aller quelque part si on n'a pas un objectif. Nicolas, rapidement avant qu'on... Oui, très rapidement, je voulais juste revenir sur les colibris et puis la place de l'action publique. Moi, je dis souvent à mes étudiants en psychologie sociale, 1 + 1 = 3. Donc il y a 1 + 1, 2 personnes, puis ça ne fait pas 2, mais 3, et ce troisième terme, c'est la société, en gros. Et ça, c'est quelque chose dont il faut qu'on s'occupe. Il suffit pas, enfin, les liens sont pas juste faits de liens d'affinité comme ça, de personne à personne ou moi face à moi. Dès qu'on est deux, on va commencer à co-construire quelque chose qui n'appartient plus à l'un ni à l'autre, qui va être une forme de pensée partagée. Par exemple, il se passe quelque chose, on essaye d'interpréter ensemble, on se dit qu'est-ce qui se passe, et la pensée va être vraiment partagée. Et ça, je pense qu'il faut non pas qu'on arrive à ça, mais qu'on parte de là. C'est-à-dire qu'on a un problème de cadrage de nos problématiques, comme on dit, comme le cadrage des politiques publiques, c'est que souvent on part de l'idée qu'il y a nos choix individuels qui aboutissent à un résultat final. Non, qui est collectif. Non, il y a d'abord le collectif, cette pensée partagée, ces interactions, ces interdépendances qu'on a entre nous, en quoi j'ai besoin, est-ce que c'est positif, négatif, des autres, en quoi je suis attaché, non seulement connecté, mais véritablement attaché. C'est pas juste un plaisir d'être avec les autres, c'est aussi une contrainte, etc. Et s'occuper de ce troisième terme, de ce qui fait société, de se demander comment on l'organise, qui le prend en charge, pourquoi, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qu'on doit en attendre, qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes, à quel niveau, etc. Pour qu'aussi, quand on parle de l'action publique, ce soit pas juste l'idée que l'action publique, c'est ce que nous, on fait pas.
c'est bien plus évidemment, et c'est aussi ce que nous on fait, et inversement, l'action publique et la façon de la faire doit commencer à se poser la question de prendre en charge aussi les comportements de chacun et pas juste des choses un peu abstraites. Mais voilà, je voulais souligner ça pour se dire que dans cette fable du colibri et dans les réticences qu'elle pose, il y a aussi une limite qui est la frontière infranchissable qu'on a posée entre l'individuel et le collectif. On a réussi à faire tomber la frontière entre les genres, je l'espère. On est en train de faire tomber la frontière entre nature et culture, je le crois. Faisons tomber la frontière entre individuel et collectif. La notion même d'individu, elle ne sert à rien. Ou alors, décidons à quoi elle doit servir, mais je pense que ça pose un vrai problème. Et ça en fait partie, et peut-être la fable du colibri, du coup, se poserait complètement différemment. Et je crois que les travaux sur les écosystèmes aujourd'hui font aussi tomber quelque part cette frontière infranchissable entre l'individuel et le collectif. Pour clore ce temps d'échange, j'aimerais que vous puissiez donner à la salle une idée d'un petit geste ou une proposition concrète, en tout cas, pour se reconnecter au vivant. Une idée. Alors peut-être Philippe Grand-Colas pour démarrer. Alors accepter autour de nous des organismes qui ne sont pas forcément désirés et les regarder avec un regard nouveau. Hein. Une guêpe, par exemple, qui tourne autour de nous quand on pique-nique, ou des mauvaises herbes, comme on les appelle, hein, qui poussent entre les pavés, ou voilà, avoir un regard finalement, parce que même quand on prétend aller vers la reconnexion, quelquefois, on a vraiment un regard sur le vivant qui est très, très biaisé, et essayons de prendre conscience de ce biais et de voir justement l'ensemble qui fait système et pas seulement quelques organismes charismatiques. Stéphane ? Plantez un arbre fruitier avec vos enfants et mangez les fruits. Anaïs ? Moi, ce sera plutôt par rapport à se reconnecter aux autres. En gros, si vous avez des personnes autour de vous, déjà, j'avais envie de dire, perdez pas votre énergie, en tout cas auprès des personnes qui sont vraiment réticentes, allez plutôt vers les personnes qui viennent d'avoir un déclic ou qui sont sensibles mais qui sont pétries de freins pour agir. Et plutôt que d'être soit dans le conseil ou l'argument, faites avec eux. Proposez, je te rejoins à vélo au carrefour là-bas, on y va ensemble pour qu'ils fassent le premier pas avec vous. Ça peut être une idée pour se reconnecter aux autres. Et puis aussi, offrez-vous des espaces de parole avec du coup ces gens-là. C'est peut-être pas vos proches, mais peut-être vos collègues. Et à un moment donné, parler avec eux et demander qu'est-ce que ça te fait, ça, tout ce qui se passe en ce moment, et commencer la discussion, et vous verrez où ça vous mène. Nathalie ? Parfois, il y a de beaux cadeaux. Moi, ça serait de prendre l'engagement de passer un pourcentage de temps dans la nature. On parle beaucoup de reconnexion à la nature, mais combien de temps certains d'entre vous y passent ? C'est de là d'où on est né, c'est de là d'où on vient. On est né là-dedans, donc c'est important pour moi de se remettre en contact avec ça. Ça me fait penser, la semaine dernière, j'ai reçu un groupe qui est très engagé, etc., et qui travaille sur justement le vivant, etc. Ils ont passé toute la journée dans une salle de réunion, et je leur ai dit, mais vous n'êtes même pas sortis. Ils avaient oublié de sortir, ils étaient dans le mental, dans le projet, etc. Ils n'étaient pas sortis. Ils ne s'étaient pas offert le cadeau de l'enseignement, de ce qu'ils allaient pouvoir récupérer en se baladant dans la nature. Donc c'est vraiment pour moi fondamental, déjà se balader et de prendre un pourcentage de temps, quoi qu'il en soit, par mois, par semaine, par jour, ça serait l'idéal, pour vous offrir ça et aller vers l'essentiel. Et Nicolas ? Moi, je peux dire deux choses très rapides. Une première qui serait de trouver la nature dans ce qui paraît humain et de trouver de l'humain dans ce qu'on pense être la nature. Troubler les frontières, c'est-à-dire aller chercher comment la nature apparaît partout en ville, dans les endroits très artificialisés, aller voir toutes ces apparitions et prêter une attention
permanente du brin d'herbe qui arrive à sortir, etc. Et aimer les lieux un peu interlopes où en fait c'est un peu délaissé, tous ces endroits un peu de l'entre-deux où nature et ville se mélangent, etc. Je pense que c'est vraiment important. Et aussi quand vous allez à la campagne, voir que la campagne c'est aussi l'humain, c'est-à-dire que l'homme évidemment a façonné les paysages, qui a les traces de ses activités partout, les chercher pour essayer de. Je pense que l'important c'est vraiment de casser la frontière entre les deux. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est remettre du vivant partout et revoir le vivant partout. Ça veut dire revoir ces lames de bois comme des arbres, pas comme du bois figé. Et ça, c'est Tim Ingold qui le propose dans un de ses livres, mais en disant retrouvons le sens de matière vivante. Donc tout est vivant autour de nous parce que ça évolue, ça s'use, ça change de forme, c'est dynamique. L'eau, elle vient de quelque part, elle a été quelque part, elle a une histoire. Donc les choses ont une histoire. Revoir l'histoire dans les choses, c'est leur redonner quelque part un caractère vivant. Et ça rend sensible vraiment à la... Alors je ne vais pas dire la magie, mais ce caractère profondément dynamique de la vie, donc imprévisible, donc on s'ouvre, on baisse un peu les attendus et éventuellement on sera un peu plus capable de changer, éventuellement. Bon, vous avez donc tout un programme pour la fin du week-end. Juste un petit principe. Juste un petit principe de permaculture, le plus petit effort pour le plus grand changement. Quel serait le plus petit effort à faire pour créer le plus grand changement? Aujourd'hui, dans tous les politiques, les plans d'action et tout ça, il y a toujours des multitudes de choses qui sont faites et on sait qu'il n'y en a pas la moitié qui sont menées au bout. Et si on choisissait une chose par an à mener au bout, jusqu'au bout et correctement, plus petit effort, en ayant le plus petit effort, qu'est-ce que ça donnerait ? Oui, moi, très rapidement, je voulais juste dire, effectivement, tous ces sujets-là, clairement, et moi je le vois tous les jours, ça rebat les cartes de l'action publique. Complètement dans les manières de la construire, dans la façon dont on peut plus s'appuyer tout à fait sur les mêmes leviers. Ça pose aussi fondamentalement quand même le sujet de l'optimisme et où on va le trouver et comment on va le construire, parce qu'on en a besoin pour tenir bon. Ou alors, il y a des propositions comme quoi il faut faire fi de tout optimisme et le no future punk, après tout, à un niveau social général, ça peut fonctionner. Et il y a des moments où ça fonctionne et il vaut mieux ne plus penser au futur. La personne qui passe la soirée à penser au lendemain, c'est la personne qui tue la soirée. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, pour la joie et autres, c'est quand même bien de ne pas penser au lendemain. Mais dans le cadre des politiques publiques, je crois que ce qui questionne le plus, c'est qu'elles sont obligées de faire des allers-retours permanents entre des horizons désirables de long terme et des enjeux absolument immédiats. Comment ça se construit au jour le jour dans une organisation, dans la manière de pondre des mesures, de faire des textes, d'animer des démarches territoriales, etc. C'est incroyablement compliqué, mais une fois qu'on commence à arriver à le faire, ça change. Je crois que ça change à la fois la nature et la vision que peuvent avoir les citoyens de l'action publique, mais ça doit être vrai des petits collectifs aussi, entreprises ou autres, quoi. Mais notre société est en train d'évoluer et surtout, on s'en va vers quelque chose qu'on ne sait pas encore quoi. Ce qui veut dire que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous sommes dans une période d'expérimentation collective humaine et on essaye de planifier le truc. C'est hyper complexe et c'est un défi sans précédent. Parce que si on ne le relève pas, c'est soit la catastrophe, soit les disparitions. Ouais, ce sera le mot de la fin. Je peux applaudir les invités, merci.